Encore pour cette année 2024, ils sont des milliers, fils et filles de la communauté Adjigo et alliés, à répondre au rendez-vous de la 7e édition de leur fête identitaire Bakatoué à Nezan à Aného le samedi dernier. C'est par ce rituel de libation que cette cérémonie festive a démarré au lieu dit à Pounoupa, rassemblant de nombreuses personnalités imminentes, dont le chef traditionnel Nana Aného Nkokom Dessou 15, roi des Mina, chef traditionnel de la ville d'Aného, ainsi que des membres du gouvernement, autorités politiques et administratives, des représentants du corps diplomatique et des responsables religieux. La communauté Adjigo et alliés vous remercie donc d'avoir voulu ajouter vos voix et vos prières aux nôtres pour ce rite ici. Pour ce rite identitaire donc, le thème de cette année est Aného, symbole d'une intégration multi-ethnique, une richesse des pères fondateurs. Oui, nos pères fondateurs ont intégré tout le monde, émigré de l'ancienne Gold Coast et les ethnies de l'ère Adja-Kano à leur groupe ethnique, du côté du père comme du côté de la mère, pour donner à Aného sa population multi-ethnique que nous connaissons aujourd'hui. Cette célébration marquant l'apothéose de l'édition 2024 de Bakatoué à Nezan offre encore une fois l'occasion à la communauté Adjigo et alliés de se remémorer l'exode de leurs ancêtres du Ghana vers Aného et aussi de mener des réflexions sur les défis de développement économique, social et culturel de la ville d'Aného. Nous voici de nouveau encore à un rendez-vous. Celui qui sait chaque année les retrouvailles en profondeur de notre identité, fils et filles, Adjigo, Awandigo, Ané, venus de Anomambo, Cape Coast, Elmina, pour venir fonder cette ville que nous partageons harmonieusement ici aujourd'hui. Il est de notre devoir de rendre en ce sens hommage à cet héritage que nos ancêtres nous ont légué. Le thème de cette édition, Aného, symbole d'une intégration multiethnique, une richesse instaurée par les pères fondateurs, a retenu l'attention de la ministre Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République. Ces valeurs de paix et d'entente mutuelle dont toutes les communautés de notre cher pays, le Togo, ont besoin, méritent d'être inculquées aux générations actuelles et futures, comme nous le recommande bien sûr au quotidien le chef de l'État, son Excellence M. Faure Issazimane Gnassingbé. C'est ce qui ressort fondamentalement d'ailleurs de la déclinaison du thème de cette 7e édition de la fête Bakatoué à Nezan. Pour le Togolais lambda, la ville d'Aného est uniquement constituée de populations venues des Mina, c'est-à-dire des Mina. Votre thème fait un précieux rappel de l'histoire. Ainsi, nous apprenons qu'en dehors des frontières d'Elmina, de Wineba, d'Anomabo et de Cape Coast, d'autres ethnies sont venues d'ailleurs autres que du Ghana pour participer à la viabilisation de la cité naissante appelée Aného. Les cérémonies ont pris fin en début de soirée au Palais Royal de Nglessi par des prestations de plusieurs groupes folkloriques. Plus de 3 millions d'élèves des écoles, collèges et lycées ont repris le chemin de l'école ce 16 septembre sur toute l'étendue du territoire national. La veille, le chef de l'État a tenu à adresser aux élèves et apprenants son message de soutien et d'encouragement. Son message s'articule autour de 2 points essentiels. Il s'agit de la discipline et de la détermination.
Le chef de l'État a conseillé les élèves d'aborder cette année nouvelle avec plus de discipline et de détermination. Parlant de discipline, l'interdiction de l'usage du bâton en milieu scolaire relance les débats de discipline à chaque rentrée. Pour certains parents, la suppression du bâton et de la punition corporelle en milieu scolaire est une bonne chose puisque certains enseignants en abusent. Pour d'autres parents, ils continuent toujours de plaider pour un retour du bâton vu les résultats décroissants année après année. Dans le cadre de cette rentrée, l'interdiction du téléphone portable en milieu scolaire continue aussi d'alimenter les débats. Si certains parents se félicitent de la mesure, d'autres expriment des réserves. Que ce soit le bâton ou l'usage du téléphone en milieu scolaire, nombre de parents pensent qu'en lieu et place d'interdiction, l'État doit trouver le juste milieu de la réglementation. Par ailleurs, ce premier trimestre court de ce 16 septembre au 20 décembre, intercalé d'un congé de détente entre le 25 octobre et le 3 novembre. Le Togo, aux côtés du Sénégal et de la Guinée, bénéficie d'un financement de plus de 100 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du programme multinational de promotion des chaînes de valeur agricoles durables dans des zones de transformation agro-industrielle visant à renforcer la résilience agricole face aux défis climatiques. Un projet qui s'attaque aux défis climatiques en intégrant des solutions durables et résilientes. Plus de 1,1 million d'agriculteurs, dont la moitié sont des femmes, bénéficieront directement de ce programme qui touchera indirectement près de 5,6 millions de personnes au total. Au Togo, des milliers d'hectares de terres seront équipés de systèmes d'irrigation modernes alimentés par l'énergie solaire. L'un des objectifs clés est de promouvoir des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Ainsi, 40 000 hectares de terres seront convertis en systèmes agroforestiers, favorisant la séquestration du carbone et la protection des écosystèmes. De plus, l'installation d'équipements fonctionnant à l'énergie renouvelable permettra de réduire l'empreinte carbone du secteur. Pour accompagner ces changements, le programme investit également dans l'amélioration des services d'information climatique. Des réseaux de stations agrométéorologiques et des systèmes d'alerte précoce seront déployés, offrant aux agriculteurs les outils nécessaires pour s'adapter aux variations climatiques. Ce soutien financier représente une opportunité pour les agriculteurs togolais d'adopter des pratiques durables, d'accroître leur productivité et de renforcer la résilience de leur exploitation face aux défis climatiques. En encourageant l'égalité des genres, le programme contribue également à l'autonomisation des femmes dans le secteur agricole. Sous les applaudissements, une rangée de camions-citernes s'avance, prêts à recevoir la première cargaison. Un moment que les Nigérians n'attendaient plus. Après 8 ans de travaux et plusieurs faux départs, cette méga raffinerie, construite par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, est enfin opérationnelle. Dimanche, 500 poids lourds ont été acheminés par la compagnie pétrolière nationale sur le site flambant neuf, à plus de 70 km à l'est de Lagos. Ils doivent permettre de livrer 25 millions de litres d'essence au pays. Est-ce la fin d'une page cauchemardesque pour le Nigeria? Cela fait des années que le pays vit au rythme des pénuries et des hausses du prix à la pompe. Pas plus tard qu'au début du mois, une augmentation surprise de 45% a été décrétée. La situation est tellement mauvaise, j'en ai marre. Parce que sur mon salaire mensuel, la moitié part dans mes frais de transport. Le Nigeria a beau être le premier producteur de pétrole du continent, ses infrastructures n'étaient plus fonctionnelles, l'obligeant jusqu'à présent à importer la quasi-totalité de son carburant. Avec à terme une capacité de 650 000 barils par jour, la nouvelle raffinerie doit permettre au pays d'être autonome tout en exportant 56% de sa production. Le projet est présenté comme une solution pour maintenir les prix bas à la pompe. Mais rien n'est moins sûr. Concernant les prix, je ne peux rien dire, car nous ne contrôlons pas les prix. Ils sont contrôlés par la compagnie NNPC. Nous verrons ce qu'ils feront. Notre rôle est de garantir que la production est disponible. En 1 an et demi, les Nigérians ont vu le prix du litre d'essence quadrupler.
Une situation d'autant plus difficile que le pays est confronté à une grave crise économique. Cela fait une semaine qu'il n'a pas dormi chez lui, depuis que l'eau a envahi son quartier. Pour cet élève de première, la rentrée attendra encore. Ce qui m'empêche d'aller à l'école, c'est qu'il n'y a plus de route. Et ce n'est que le pirogue, comme vous voyez là, c'est aussi dangereux. C'est pour cela qu'on ne part pas à l'école. Et partout c'est l'eau, il n'y a plus de route pour partir. Ce qui me fait peur là, c'est que le temps est en train de s'écouler. Et d'autres écoles avancent avec les cours et nous, on est bloqués là par l'eau. On ne sait pas quand est-ce que l'eau là va partir, mais pour le moment, on attend. Comme lui, des milliers de jeunes se retrouvent privés d'école. Pour continuer de s'y rendre, certains utilisent des pirogues. C'est le cas de ces deux élèves de terminale. Nous sommes obligés de prendre 2 paires de chaussures, mettre la première dans le sac, traverser et puis porter. Et on est obligé ensuite de mettre les cahiers dans des plastiques pour traverser parce qu'on ne sait jamais, on court des risques. Les cahiers peuvent se verser dans l'eau. Parfois, je n'arrive pas à l'heure à l'école. Au niveau des embarquements, il y a l'embouteillage et tout ça, on n'arrive pas à l'école à l'heure. Naviguer sur des étendues d'eau imprévisibles, souvent sans protection adéquate. C'est devenu la routine pour de nombreux élèves depuis le début de ces inondations qui paralysent une partie de l'extrême nord du Cameroun. Les autorités locales tentent de trouver des solutions d'urgence. Des élèves ont été regroupés dans les établissements situés hors des zones sinistrées. Mais le matériel manque encore. Il faudra 1280 tables bancs supplémentaires. Nous aurons besoin de 44 tableaux mobiles. Et il faut ajouter à cela 2 pirogues à moteur pour la traversée du personnel enseignant, puisque nous avons dit qu'aucun élève ne doit traverser l'eau. Voilà. L'eau qui est très profonde. Et nous avons parlé aussi de gilets de sauvetage. Il faut une centaine. Selon l'ONU, plus de 70 000 élèves camerounais attendent toujours de pouvoir revenir à l'école. Dans cette partie nord du Soudan, ces tuyaux crachent de l'eau comme si la sécheresse n'existait pas. L'irrigation fonctionne à première vue et les cultures se développent. Cette eau est pompée dans les petites rivières, les wadis confluents du Nil ou dans le Nil directement grâce à l'énergie solaire. Des panneaux installés avant la guerre. Ils fonctionnent toujours dans cette région moins touchée, en tout cas pas directement par les combats. Mais les conséquences de la guerre sont apparues peu à peu. Le projet a été affecté par la guerre parce que le prix de tous les intrants de production a doublé. Par exemple, le prix d'un sac d'engrais est passé de 18 000 à 54 000 livres soudanaises immédiatement après la guerre. Notre principal problème est l'importation de pièces détachées pour les panneaux solaires, car elles ne sont plus disponibles auprès de l'entreprise qui nous les fournit habituellement. Il s'agit d'un problème majeur auquel nous sommes confrontés. Des terres agricoles ont dû être abandonnées faute d'électricité pour faire fonctionner les pompes. À Messaoui, la surface cultivée a diminué par 3 entre 2020 et aujourd'hui. Les travailleurs ici ont des revenus limités et dépendent du financement des banques. Mais après la guerre, le financement des banques a cessé et les organisations gouvernementales qui avaient l'habitude de nous soutenir ont également cessé. Pourtant, les Soudanais de Messaoui résistent. En particulier ceux arrivés récemment, déplacés de la capitale par les combats. Certains ont trouvé ici un moyen de se reconstruire dans l'agriculture, malgré ces difficultés. Un tour opérateur de voyage pour simplifier le séjour des touristes en Afrique du Sud verra le jour dès janvier 2025, selon le ministère de l'Intérieur. L'idée est d'attirer un plus grand nombre de touristes chinois. En 2023, ils étaient près de 93 000. Ce système devrait dynamiser le secteur du tourisme et soutenir le développement économique du pays. Nous avons un potentiel considérable pour développer notre marché touristique en ciblant des pays comme la Chine.
Nos performances actuelles sont insuffisantes et les recherches montrent que les formalités administratives complexes sont un obstacle majeur pour les touristes chinois et les visiteurs. L'objectif du programme est donc de simplifier ces formalités administratives pour les touristes chinois et de faciliter l'arrivée de grands groupes de visiteurs en Afrique du Sud. And specifically also to make it easier for large tour groups to come and visit South Africa. Ce plan a été accueilli avec enthousiasme par l'industrie hôtelière sud-africaine ainsi que par les agences de voyage étrangères. Nous organisons des voyages entre la Chine et l'Afrique du Sud. Nous nous concentrons principalement sur les hommes d'affaires et les groupes culturels, tout en proposant également des voyages d'agrément personnalisés. Simplifier et rendre plus efficace la procédure de demande de visa pourrait considérablement accroître notre attractivité et attirer beaucoup plus de clients chinois. Le tourisme joue un rôle crucial dans l'économie sud-africaine. Selon des études, une augmentation de 10% du tourisme par an peut stimuler la croissance économique annuelle de 0,6% et générer de nombreuses opportunités d'emploi pour les Sud-Africains. Donald Trump est sain et sauf, a rassuré la Maison-Blanche dimanche après une deuxième tentative d'assassinat contre le candidat républicain à la présidentielle. Des coups de feu ont été tirés à 300 mètres du lieu où Trump jouait au golf à West Palm Beach, en Floride. Le suspect appréhendé avait une AK-47, une caméra GoPro et 2 sacs à dos. Nous avons pu localiser un témoin qui nous a dit « J'ai vu l'individu sortir des buissons en courant, sauter dans une Nissan noire. J'ai pris une photo du véhicule et de la plaque d'immatriculation. Nous avons alors contacté le bureau du shérif du comté de Martin, les avons alertés et ils ont rapidement localisé le véhicule, procédé à son arrestation et détenu l'homme. » Selon plusieurs médias, il s'agirait de Ryan Wesley Roof, un homme de 58 ans et démocrate, qui avait dans un récent post sur X tagué Joe Biden et Kamala Harris, les appelant à assister aux funérailles du pompier tué lors de la première tentative d'assassinat de Donald Trump. Nous avons actuellement un suspect potentiel en garde à vue. Il reste encore des étapes à finaliser, mais comme à notre habitude, dès que nous aurons décidé de l'incarcérer et que nous connaîtrons les charges retenues contre lui, nous vous fournirons ces informations ainsi qu'une photo de lui et ses antécédents. De son côté, Donald Trump a réagi. Sur son site de collecte de fonds pour sa campagne, il a appelé ses électeurs à garder le calme, tout en promettant de ne pas céder face à ces tentatives d'intimidation. Il a également félicité les agents du Secret Service pour leur réactivité.